This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. On a eu 6 organisés à Paris, de très grands. On va juste éviter ça. On peut toucher, il n'y a pas de souci, mais s'appuyer parce que c'est fragile. Quelles sont les grandes expositions? Qu'est-ce qu'ils ont les grandes expositions nous ont laissé à Paris? Bravo, la Tour Eiffel. C'était celle de 89. Qu'est-ce qu'il y avait? Quels autres bâtiments ont été construits pour des grandes expositions? La Grande Arche. Ah, alors la Grande Arche, elle a été construite pour le bicentenaire de la Renaissance. Mais c'était quand même un événement. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, là, un autre événement, c'était la victoire d'Astérix. Ce qui nous reste des grandes expositions. Vous connaissez peut-être le palais de Chaillot, une esplanade où on voit la Tour Eiffel. Et pas le palais de Tokyo. Bravo, palais de Tokyo, 1937, la même époque. L'exposition de 1937, il nous reste le palais de Tokyo et le palais de Chaillot. De l'exposition de 1901, il nous reste le Grand Palais et le Petit Palais. Et de l'exposition 1931, il nous reste ce palais, les colonies. Les colonies, ce sont ces territoires d'outre-mer que la France a conquis et qu'elle a administrés avec différents statuts. Pour se rappeler les colonies, c'est facile, il suffit de penser ces pays où les personnes d'un certain âge parlent français. Je ne dis pas tous, hein. L'Algérie, Madagascar, La Réunion, d'autres, vous en connaissez? Le Mali. Le Mali, Le Sénégal. le Sénégal, La Tunisie. L'Algérie. Le Canada. Alors oui, le Canada, il a été en 1931, il est déjà plus colonie. Il a été, mais il n'était plus. Parce qu'il y a eu un accord avec l'Angleterre en 1663 ou 5. Et donc en fait, il a été donné. La France ne possède plus de même que la Donc il nous reste encore. Est-ce qu'on a parlé du Liban, de la Palestine, des Antilles? Est-ce qu'on a parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane? Ça c'était des territoires qui aujourd'hui sont indépendants pour certains. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, par exemple, le Mali. Mais d'autres, le Madagascar, mais d'autres dépendent encore, sont dans la République. Mais de ce temps, on parlait de la race africaine, on parlait de la race européenne, et dans la race européenne, on parlait de la race alpine, on parlait, etc. De ce temps-là, on a gardé des mots racial, racisme, racialisme. Donc, mais le mot race, on ne l'utilise plus pour les êtres humains. Donc, si un jour quelqu'un vous parle de race, vous lui dites, Madame, Monsieur, c'est fini ce temps-là. C'est fini, il n'existe plus. Et espèce. Alors, espèce. Donc ça, c'est une très bonne question. Le mot espèce est utilisé en zoologie pour parler à la fois des... Nous sommes des animaux, hein, d'accord. Enfin, pour les zoologues, nous sommes... Je suis désolée si certains... je vais heurter certains. Pour des zoologues, nous faisons partie du règne animal. Donc nous sommes considérés comme des animaux. Et espèce, et lorsque un zoologue parle, il va parler en termes de groupe. Dans le tout premier groupe auquel nous appartenons, notre l'espèce humaine, c'est l'Homo sapiens, l'homme savant, l'homme sapien. Puis après, vous avez d'autres groupes. Et donc, nous sommes une espèce, en théorie,
une espèce ne se reproduit pas avec une autre. Ça, c'est la théorie. Dans la réalité, en bas, vous avez un aquarium qui date du musée des colonies, dans lequel on va trouver différentes espèces de raies qui se sont développées dans des environnements particuliers, donc qui ont une couleur particulière. Mais quand vous mettez une raie noire à pois blanc avec une raie vermiculée, elles peuvent faire des bébés ensemble. Autrement dit, ce sont deux espèces qui sont développées, mais trop récemment, dans un milieu, et qui n'ont pas eu le temps de se différencier des autres, et donc qui peuvent quand même faire des bébés avec une autre espèce. Encore là, en train de parler du musée des colonies. L'idée derrière les colonies était que la France, lorsqu'elle étend sa république sur tout le monde, elle amène la civilisation. C'était l'idée. C'est pas forcément ce que les historiens disent. Ce qui est dit sur les murs, c'était ce que la France voulait dire. On appelle ça une idéologie. Et donc, pour représenter la France, pour représenter le monde, ici, ce sont des femmes. On les appelle des allégories. A2L, L. L'allégorie la plus connue, c'est celle qui est à l'entrée du port de New York. Qui porte une flamme et la Constitution américaine. C'est la statue de la liberté. Ça, c'est l'allégorie la plus connue. Peut-être qu'elle est moins connue que celle qui est à l'intérieur de nos mairies. En plus, on peut dénuder le bonnet phrygien. Marianne, qui représente la liberté française. Alors, vous avez raison. Ça commence par la liberté. Et puis ensuite, ça va évoluer, ça va devenir la République. Et ensuite, aujourd'hui, c'est la France. Mais il y a encore cette idée de liberté, de République derrière la France. Les hommes. Ici, c'est la science. Elle repose sur le savoir et elle regarde l'existence du monde. Alors, on décrit ensemble. Là, vous avez un panneau avec un géomètre, quelqu'un qui reprend les billets, là, c'est quelqu'un qui installe le téléphone, le poteau électrique et le train. Si vous voulez donner un titre à ce panneau, voilà la France, ce qu'elle amène ici en Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge. Qu'est-ce qu'on dirait comme titre pour ce panneau? Téléphone, train, l'avenir. Oui, ça nous dit le futur. Mais un futur particulier, c'est pas un futur moral, c'est un futur industriel, futur, moderne. Vous avez la modernité, le progrès technique. Voilà un petit peu comment on pourrait appeler ce panneau. Et là, la science est représentée ici par un autre thème. Une infirmière, la médecine, exactement, une infirmière, un homme de transport, une femme de vaccine, un homme qui est soigné, un bébé qui est confié à un scientifique, une entrée de dispensaire, la médecine coloniale. Donc la France se dit amener la médecine, regardez là-bas, allez voir la liberté, pas s'arrêter de justice, mais il a été aboli. Il a été aboli moins de 100 ans avant l'exposition. 1848, abolition de l'esclavage. Les esclaves deviennent libres. Et quand la France, elle entre dans les pays, les anciens pays, elle entre dans les pays qui vont devenir les colonies, elle libère les esclaves. Donc là, vous avez deux libérations, physique, matérielle de l'esclavage et aussi de voilà un petit peu pour le palais. Comprendre parce que les sculptures que vous voyez, c'est comme des bandes dessinées et elles sont tournées vers la France. Regardez. Elles sont toutes, tous les hommes et les femmes ont leur visage tourné vers la France. Et là-bas, tous les hommes et les femmes ont leur visage tourné vers la France. Donc en fait, ce sont des colonies qui sont représentées, mais tournées vers la France. Et là, vous avez des colonies qui produisent. Regardez un petit peu ce qu'ils produisent. La France, elle dit là, en 1931, qu'elle amène la civilisation au monde. Mais c'est pas un message, c'est un message qu'on appellerait pour convaincre, c'est un message politique, c'est un message idéologique de l'idée derrière. Mais c'est pas un message d'historien. Un historien dirait, non, la France n'a pas amené la civilisation, il y avait des marchands avant que les Français arrivent.
il y avait du commerce, il y avait de l'activité, il y avait de l'agriculture avant que les Français arrivent. Donc la France n'a pas tout inventé, loin de là. Voilà un petit peu ce que pourrait dire désigner ces langues du Sénégal. D'accord, Mandjak. Mandjak, arabe, et de quel arabe s'agit-il? Algérien, tunisien, arabe marocain, de Belge, et de quelle origine? Sénégal, arabe, quel? Maroc aussi, le Wolof qui est Sénégal, la ville et le Algérie, arabe marocain, Sénégal, Algérie. Vous avez vu déjà un petit peu entre l'italien, italien, voilà, aussi, alors italien, je suis médisant. Moi je parle belge. Belge? T'as des grands-parents qui sont des États-Unis? Quand ça, tu sais? En fait, les Belges sont les premiers à dire. Avant, on parlait d'étrangers. Léonard de Vinci, la Joconde, Bocador, le mairie de Paris. Et on avait des étrangers comme ça, des architectes, des marchands, des artisans, des Anglais par exemple. Vous êtes sur le chemin de la Normandie. Ceux qui ont travaillé sur le chemin de fer entre Paris et la Normandie sont des Anglais. C'est eux qui sont arrivés, on est dans les années 1860, c'est eux qui ont inventé le football par exemple. Dans les années donc, 1890, en Belgique, il y a trop de gens, beaucoup de gens sont au chômage. Puis après en Italie, beaucoup de gens sont au chômage. Donc c'est logique, imaginez, la France a besoin d'ouvriers et la Belgique il y en a trop. Et en Italie il y en a trop et ils ne savent pas où s'embaucher. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien ils parlent. Ils viennent chez nous, ils viennent en France. Ils viennent, alors les premiers sont les Belges. Et on va trouver des Belges dans les femmes, on les trouve beaucoup dans l'industrie textile, on va les trouver, et les hommes, on va les trouver dans la mine. Et ensuite dans les usines pour tirer du métal du minerai. Les Belges, puis les Italiens. Puis, pendant la Première Guerre mondiale, on va en reparler, des soldats s'engagent. Il y en a qui sont recrutés dans les anciennes colonies. Il y a des étrangers en France qui s'engagent. Après la Première Guerre mondiale, la France a perdu 1 500 000 morts. Imaginez 1 500 000 hommes. Il a fallu les remplacer. Les Algériens. Et voilà, et les Algériens qui étaient dans l'armée, ils sont venus. Ils ont dit, après tout, il y a du travail, on y va. Ce sont surtout des hommes à ce moment-là. Puis, il va y avoir des Polonais dans les années 30. Puis, il va y avoir des Espagnols. Et puis la Seconde Guerre mondiale. Bon, là aussi, il y a des étrangers et il y a des coloniaux dans l'armée. Après la Deuxième Guerre mondiale, boom économique. Beaucoup de main-d'œuvre. Les Algériens, les Marocains, qui commencent à venir. Les Marocains commencent à venir dans les années 60. C'était la colonisation Tout d'Espagne. à fait. De l'Espagne, mais de la France. Non, de Rappelle-toi. l'Espagne et de la France. Le Maroc. sud, c'était de. Tu as raison. l'Espagne Tu as raison. Alors, donc les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, eux aussi continuent. Et puis, les Italiens, qui continuent aussi à venir. Les Espagnols, les Portugais, qui vivent sous la dictature, qui viennent. Et puis à partir des années 80, c'est du monde entier. De partout en Afrique, d'Amérique. Voilà. Et aujourd'hui, on est une personne sur 4 à dire que on a un papa, ou une maman, ou une grand-mère, ou un grand-père qui est né à l'étranger. Donc autrement dit, on est vraiment une population mélangée. Et notamment à Paris. Vous savez peut-être à Paris qu'il y a une rue qui s'appelle la rue des Lombards. La Lombardie, c'est une région d'Italie où il y a 1000 ans. Et les spécialités des Lombards, c'était des changeurs de monnaie, parce que pendant longtemps, en Europe, chaque région, chaque ville avait sa monnaie. Et quand un marchand entrait dans une ville, il lui fallait changer la monnaie. Il y avait des changeurs. Et très souvent, les changeurs étaient italiens, ils étaient lombards. Donc, il y avait comme ça des corporations. Et puis, il va décréter. Il y a beaucoup de chômeurs, donc on va renvoyer certains
étrangers chez eux. Les trains partent vers la Pologne avec les Polonais. Les trains partent vers l'Espagne avec les Espagnols. Mais M. Bandini ne veut pas repartir en Italie. Et il dit, je ne peux pas travailler à l'usine, je vais devenir entrepreneur. C'est quoi l'entrepreneur? Qui ne travaille que pour lui-même. C'est ça, qui travaille pour lui-même, son patron. Un entrepreneur, c'est un homme qui crée son activité, qui crée son entreprise. Il devient entrepreneur, il crée son entreprise, qui s'appelle Bandini comme son nom de famille, et il le fait avec un associé, ils sont deux. Lui, il est travailleur sur bois. Son associé, il est mécanicien. Et qu'est-ce qu'ils vont inventer? Le baby-foot moderne. Le baby-foot existait déjà. Mais à ce moment-là, quand je poussais moi ici, ça sortait là. Donc, pas moyen de s'appuyer sur le baby-foot. Or là, on peut s'appuyer parce que le mécanicien a inventé les bras télescopiques. Deux tubes, un creux, un plein, et il y en a un qui rentre dans l'autre. Donc en fait, les bras s'allongent ou diminuent de taille selon qu'on pousse ou qu'on tire, plus le ressort, qui fait que quand je fais ça, ça revient. Voilà. Ça c'est l'invention du Bandini et de son associé. C'est le seul baby-foot aujourd'hui sur le marché. Je suis en bande dessinée pour faire des albums. Celle-ci c'est Mimi d'Arménie. Et il est inspiré par l'histoire de sa propre famille. Donc en fait, il va mettre dans la bande dessinée les propres, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et lui-même. Et pour un des albums, c'est l'histoire de sa famille qu'il raconte. Et pour un des albums, qui s'appelle Ramadan, il va gagner un prix. Un prix qui est organisé lors d'un festival qui a lieu en Suisse. Et le festival, en fait, c'est un prix assez symbolique. Ce sont 6 bouteilles de vin. Mais avec un honneur, c'est-à-dire que les personnages de la bande dessinée sont sur l'étiquette. Alors donc on va trouver le père au centre, la mère, sur les côtés la sœur, les deux sœurs, la petite sœur en haut au centre et le petit Farid juste en bas à droite et le tout petit frère dans les mains, dans les bras de les mains. Et regardez bien, le père il est en train de trinquer avec un verre de vin. Rappelez-vous que l'album pour lequel il a fait la compétition s'appelle Ramadan. Donc on voit une famille dont le père est d'origine algérienne et qui est en train de boire une bouteille de vin pour un album qui s'appelle Ramadan. Et c'est là qu'on voit quelquefois que quand les cultures elles se mêlent, on arrive à des choses un peu bizarres mais pleines d'humour. C'est le cas ici. Voilà. Pour l'histoire de Farid. C'est le... Pourquoi est-ce qu'on lui se dit pas? Mais il vient parce que la France lui plaît. On n'y pense pas. On pense toujours que l'autre, il vient pour d'autres raisons que nous on part. Mais l'autre, il vient pour les mêmes raisons que nous on part. À part que chez nous, effectivement, il n'y a pas la guerre. Pour le moment. Vous demandez un certificat d'hébergement, de l'argent, vous montrez que vous avez de l'argent, un billet aller-retour, une assurance rapatriement. Mais on imagine que vous arrivez avec votre visa de 3 mois. Une fois que votre visa arrive à expiration, qu'est-ce qu'il vous faut comme second document pour rester ici en France? Demande d'asile. Alors, demande d'asile, mais venant du Mexique. Alors, il faut quand même venir d'un pays où on peut arriver à prouver qu'on est menacé. Pays en guerre. Éventuellement au Mexique, on pourrait être menacé peut-être, mais ce serait plus évident pour la Syrie, ça serait plus évident, je sais pas, pour le Soudan. Mais pour le Mexique, ça serait peut-être plus difficile. Mais en tout cas, pour le Soudan, si on arrive au Soudan, effectivement, on peut demander l'asile. Parce que le Soudan est en guerre. Le Soudan du Sud, c'est une guerre qu'on oublie, on n'en parle pas, on parle de dynastie, mais on n'en parle pas tellement du Soudan. Mais beaucoup de gens fuient la guerre, la dictature. Il y a beaucoup de gens qui sont torturés et essayent d'en partir. Donc en fait, quand on arrive d'un pays en guerre ou un pays où il y a la dictature, l'asile. Alors elle a jeté. Autrefois, l'asile,